Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Bucks, vainqueurs de la NBA Cup, mais aussi de l'actualité des transferts, des blessures, du All-Star Game. Et on va évoquer avec mon invité notre moment marquant de l'année 2024. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue sans tarder. Salut Charles. Salut Josh, salut à tous. Alors Charles, on est sur le dernier numéro du NBA Corner de l'année 2024 puisqu'on fera une pause. Je tiens à prévenir les auditeurs, pendant les vacances de Noël, c'est la pause habituelle, la trêve hivernale, et puis on reviendra le 3 janvier avec un numéro, on reprendra avec un numéro le premier numéro de l'année 2025. Voilà, donc j'en profite pour vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année. Voilà. Enfin, la bonne année, je vous la dirai dans 2 semaines. Donc, Charlie, je voulais parler avec toi vite fait, rapidement. Karl Anthony Towns, de retour à Minnesota la nuit dernière dans une victoire écrasante des Knicks. Beaucoup d'émotions. C'était assez étonnant parce que j'ai parlé des Knicks la semaine dernière avec mon invité Greg du magazine 5 Majeur. On a parlé, toi et moi, des Knicks, on a parlé, toi et moi, des Timberwolves. On a évoqué ce transfert quand il a eu lieu. Et c'était assez étonnant de voir cette rencontre. J'ai bien aimé les propos de Karl Anthony Towns. C'était très émouvant, j'ai trouvé, ce moment. Ouais, je suis d'accord, ces mots après le match, etc. Je trouve qu'il a été tout à fait à la hauteur du rendez-vous, tant sur le plan sportif que sur le plan émotionnel, etc., etc. Donc ouais, c'était très sympa à suivre, je suis d'accord. Anthony Edwards aussi. Alors forcément, il n'était pas content de se prendre une fessée monumentale comme ils l'ont prise, mais il a salué Karl Anthony Towns. On sent bien que ces deux-là étaient quand même très très proches, effectivement. Et voilà. Un petit mot, Charlie, quand tu vois les Knicks, quand tu vois les Wolves, est-ce qu'on est... j'ai l'impression qu'on est quand même sur ce à quoi on s'attendait concernant ces deux équipes. Tu veux dire en termes de résultats, en termes En termes de d'ambition, résultats, etc. ouais. Ouais, on est clairement sur des trajectoires qui se croisent. Enfin, les Knicks continuent leur ascension qu'ils ont entamé la saison dernière, là où effectivement pour les Wolves c'est plus compliqué pour l'instant. Ouais, carrément. J'ai toujours, bien évidemment, des doutes sur le fait que les Wolves puissent faire quoi que ce soit avec Julius Randle dans l'effectif. Les auditeurs réguliers du podcast connaissent enfin, pas mon désamour pour Julius Randle, mais Nos doutes, quoi. le fait que je pense pas que ça soit un joueur je pense pas que ça soit un joueur qui fasse partie d'une équipe qui aille au bout, quoi. Complet. Enfin voilà, c'est un joueur qui est trop talentueux pour ne pas prendre une part conséquente d'un salary cap, Ouais. mais qui pèse trop au final dans le salary cap par rapport à ce qu'il apporte réellement sur le terrain, quoi. Je pense la même chose par exemple d'un mec comme DeMar DeRozan que j'adore, mais je pense pas que ça soit vraiment possible de gagner un titre avec DeMar DeRozan dans son effectif. Justement pour cette raison, parce qu'il prend trop d'argent, il représente trop d'argent dans la masse salariale, quoi. Oui, Par non, moi rapport à son apport. je suis plutôt d'accord avec ça, effectivement. Moi, Randle, c'est un joueur sur lequel j'ai toujours eu des doutes, notamment en playoff, et effectivement, ce que tu dis est tout à fait vrai. C'est un joueur que vu sa production, vu son talent, vu son niveau, t'es obligé de lui donner un salaire conséquent, mais ce salaire conséquent est un frein, forcément, dans la construction de ton équipe, d'une équipe ambitieuse. Ouais. Et les Knicks, on en a parlé la semaine dernière avec Greg. Voilà. Courant alternatif, les Knicks, capables du meilleur comme du pire, ils se cherchent encore. Et voilà. Et on voit bien que quand ça fonctionne très fort. Charlie, je voulais parler également du nouveau format du All-Star Game. On en sait un peu plus, donc ça a été confirmé. Ce qui allait se passer, je voulais t'en parler parce que j'ai été un peu agacé, je t'avoue, par les réactions. Kevin Durant qui a affirmé détester l'idée. LeBron James a également expliqué que il n'était pas fan du changement, mais que pour lui, le problème était également plus profond. C'était la ligue elle-même qui avait un problème, notamment en raison potentiellement d'un trop de tirs à 3 points. Ça m'a passablement énervé de lire tout ça. Parce que le All-Star Game, pour moi, peu importe le format, là, ils ont mis ce système de 3 équipes, euh, de All-Star avec le vainqueur, parce que ce sera la même histoire pour le Rising Challenge. Le vainqueur du Rising Challenge qui va s'immiscer dans cette histoire de All-Star Game. Donc, il y aura 2 demi-finales et une finale. Le premier arrivé à 40 points gagne la rencontre.
Pour le système des votes, qui est starter, qui est sur le banc, ça sera inchangé. Il y aura toujours 10 joueurs qui sont considérés comme titulaires et les autres joueurs qui seront nommés par les coachs qui seront considérés comme remplaçants. Personnellement, j'en ai rien à secouer de cette histoire de format du All-Star Game. Est-ce que telle ou telle idée va porter ses fruits? On en revient toujours au même débat, c'est est-ce que les joueurs en ont quelque chose à faire? Si les joueurs défendent à minima et jouent au basket, ça va être intéressant. S'ils prennent ça par-dessus la jambe, comme c'est le cas depuis de nombreuses années maintenant, que ça joue pas, que ça ricane, que ça rigole, que ça balance des tirs dans tous les sens en en ayant strictement rien à faire du spectacle qu'ils offrent sur le terrain, peu importe le format, ça sera une purge, quoi qu'il arrive. Je comprends pas, en fait, tout ce débat, tout ce bordel autour de ce All-Star Game. Je comprends pas. Bon, il y a même une forme d'hypocrisie de la part des joueurs, parce qu'effectivement, les LeBron, KD, etc., et les gars, ça fait plus de 10 ans que vous voulez jouer les All-Star Games, en fait. Mais complètement. Si vous aviez voulu rendre ces rendez-vous intéressants, vous auriez pu le faire. Il aurait tout simplement suffi de faire de ce match un match vraiment compétitif avec deux équipes qui veulent gagner et qui se donnent les moyens de gagner. Et là, ce qu'on voit depuis maintenant longtemps, c'est que le All-Star Game, c'est la kermesse, quoi. C'est du concours de shoot, personne prend ça au sérieux, personne se bat, sauf 2-3 individus à chaque fois. Donc oui, Enfin, la phrase de Kevin Durant sur tous les formats du All-Star Game sont horribles. C'est hallucinant que ce mec-là ne comprenne pas que c'est aux joueurs de rendre ce rendez-vous acceptable, en fait, de le rendre cool à voir. Et pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Donc oui, le All-Star Game, le format n'arrête pas de changer. Le format n'arrête pas de changer parce que les joueurs ne font rien pour pérenniser un format. Point. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et les propos de LeBron James m'ont assez dérangé dans le sens où ça participe à cette espèce de chanson là qu'on entend beaucoup en ce moment. C'est vraiment un des sujets phares sur les réseaux sociaux et dans la NBA. Ça fait un moment que ça dure, mais là, ça redouble d'intensité. C'est de parler donc, du fait que les audiences de la télé traditionnelle baissent, Oui. de dire le produit NBA en tant que tel. Mais il y en a qui hésitent plus à dire c'est de la merde, ça shoot trop à 3 points, il n'y a aucune variété de jeu, c'est devenu caricatural et ainsi de suite. Et là, il y a JJ Redick, coach des Lakers, qui s'est exprimé à ce propos-là en disant, et je suis complètement d'accord avec lui, c'est juste qu'aujourd'hui, dans les médias mainstream, il y a quand même un gros problème d'expression, enfin de bashing. De bashing incessant pour dire en permanence, c'était mieux avant, c'était plus physique avant, et gna gna gna, et espèce de nostalgie permanente qui est exprimée à longueur de journée, à longueur d'émission, à longueur de podcast. Et je trouve ça malhonnête. Je trouve ça incroyablement malhonnête. Parce que si tu regardes les matchs, si tu regardes ce que font les équipes, je suis désolé, c'est pas que des shoots à 3 points. Alors oui, les équipes cherchent à tirer à 3 points, mais toutes ne font pas du tout, ne mettent pas du tout en place les mêmes stratégies pour réussir à générer des tirs à 3 points, ne mettent pas du tout la même stratégie en place pour générer des paniers à l'intérieur. Il y a plein de systèmes de jeu qu'il faut expliquer aux gens. Et il y a plein de gens qui s'en occupent. Si tu regardes Guillaume du comment dire, du lab, du NBA Lab, qui explique très bien ça. Tu vois des mecs des comptes Twitter, Penny Bergkamp et plein d'autres qui essaient d'expliquer ce qui se passe sur les terrains, qui racontent quels sont les schémas de jeu stratégiques, comment les joueurs se déplacent, comment les défenses réagissent et ainsi de suite. Dire que c'est devenu une espèce de cirque caricatural, je trouve ça d'une malhonnêteté incroyable. Et entendre LeBron James dire, sans scier une seconde, oh oui, de toute façon, je trouve qu'il y a un problème, il y a trop de 3 points dans la ligue aujourd'hui. Mais, je veux dire, déjà d'une, c'est ultra court de dire ça, et quand t'es le visage, la tête de gondole XXL de la ligue, dire ça, je trouve ça calamiteux, en fait. Et j'en pense pas moins de toutes les anciennes stars de la NBA qui vivent encore sur la bête et qui n'arrêtent pas de passer leur temps à cracher au visage de la NBA. Et je pense que la NBA, aujourd'hui, et j'arrêterai là,
doit réagir par rapport à ça. Tu ne peux pas continuer. Alors, je dis pas qu'il faut rompre la liberté d'expression, mais il y a un moment, si les émissions qui parlent de ta ligue passent leur temps à dire en permanence que ce que tu proposes, C'est nul. c'est nul, Ouais, bah oui. comment tu veux croire que les gens vont pas se dire, bah ouais, en fait, c'est nul? Parce que qui a envie de regarder un match si on n'arrête pas de te dire que c'est une bouse sans nom et que tu perds ton temps à faire ça? Ah mais c'est clair, non, mais ça c'est sûr, mais de toute façon ce problème des audiences, il est global, il a plein de facteurs, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ça maintenant. Moi c'est clair que ces anciennes gloires qui passent leur temps à cracher sur la ligue, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, d'autant que ça me semble être quand même très propre à la NBA. Moi je suis pas mal d'autres sports, le foot, le rugby, etc. Je n'entends pas du tout ce genre de discours de la part des anciens joueurs, bien au contraire. Donc ouais, c'est quelque chose qui est assez étonnant, et effectivement les déclarations de LeBron sur le 3 points, elles sont incompréhensibles. Enfin je sais pas très bien, je sais pas très bien quoi en penser. Moi, je pense que c'est clair que ce problème d'audience, ça doit faire réagir la ligue sur différents sujets. Je pense pas du tout que le problème des 3 points soit le problème le plus important, très loin de là. Hein. Je pense que bah, le rythme, les matchs, parce que Et ces audiences, l'arbitrage aussi, on en a déjà parlé, toi et moi, évidemment. Charlie. Quand tu vois des fautes complètement stupides, être sifflées en permanence avec des joueurs qui jouent justement, qui essayent de faire du bait pour avoir des coups de sifflet, pour aller sur la ligne des lancers francs, alors que c'est totalement forcé. La NBA a dit, on va essayer de limiter ces fautes-là, de ne plus siffler ces fautes-là. Moi, c'est ce que j'arrête pas de dire. La NBA devrait aujourd'hui regarder le basket FIBA tel qu'il est pratiqué et essayer de s'en inspirer. Je dis pas faire un copier-coller, mais je dis essayer de s'en inspirer. Et on sait très bien que la NBA, il y a 20 ans, après le Malice at the Palace, la mêlée entre les Pacers et les Pistons, a décidé de mettre le curseur de l'engagement physique, de l'abaisser de façon quand même drastique. Ce qui a beaucoup changé, les règles aussi ont beaucoup changé dans ce sens-là, ce qui fait on a autorisé beaucoup moins de contact entre les joueurs. Et c'est ce qui a aussi permis qu'un autre basket plus technique, on va dire, plus basé sur les skills, sur les capacités à dribbler, sur les capacités au tir, se développe. Il y a aussi ça qu'il faut expliquer. Mais résumer ça en disant ah il y a trop de tirs à 3 points et aujourd'hui c'est soit des tirs à 3 points soit des paniers à l'intérieur, mais c'est résumer la chose, mais de façon mais tellement mais mais moi ça me scandalise. Moi Bah, ça bien me sûr. scandalise en fait. Oui, oui, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Après, il faut pas non plus oublier une chose, c'est que ces chiffres d'audience, ils concernent la télévision nationale, donc la télévision américaine, donc ça ne prend pas en compte le League Pass, et il y a quand même un truc qui, à mes yeux, est Complètement. évident. Regarder un match NBA à la télé, c'est horriblement long. Regarder un replay sans les pubs, sans les temps morts sur le League Pass, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus Mmh. gérable, et c'est évident que c'est une donnée qui joue. Et Mais ils en ont voilà, parlé ça aussi, le basket FIBA. Une des règles qu'ils ont voulu appliquer, c'était ne plus arrêter le chrono tu sais, dans les fins de match au basket FIBA, le chrono continue de tourner. ouais. Donc les joueurs font la mise en jeu et pendant ce temps-là, le chrono tourne. Ce qui fait que les matchs sont plus courts. Et il y a aussi cette volonté-là. Et après, la NBA, on peut aussi parler du calendrier de 82 matchs Et oui, oh dont oui. personne ne veut parler. Mais je pense que ça fait partie intégrante du problème. Alors, on n'y touche pas. Pourquoi? Parce que historiquement, tu remettrais en question l'intégralité des livres d'histoire. C'est-à-dire que plus aucun joueur ne sera en mesure d'inscrire son nom sur un quelconque record. Eh ben, tu sais que je suis pas d'accord avec toi sur le fait que personne n'en Dis-moi. parle, parce que la saison dernière, Nick Nurse, par exemple, en conférence de presse, a réclamé une saison raccourcie. Draymond Green, dans son podcast, a Ah oui, non, non réclamé mais une saison ça raccourcie. oui. Ça Mais commence à devenir de plus en plus un sujet, tu vois. Ça oui, mais commence. j'ai pas. Est-ce que Charlie, t'as l'impression que la NBA prend ça au sérieux? Moi, chaque fois que j'entends Adam Silver parler de ça, ou les instances dirigeantes de la NBA parler de ça, tu sens bien que Eh ben, moi, je pense qu'ils vont finir par devoir le prendre au bah, sérieux. Je pense que, c'est ce qu'il voilà, faudrait faire. C'est à ce l'heure qu'il faudrait faire actuelle, parce que ça permettrait de freiner les blessures, eh oui, ça permettrait de diminuer le nombre de matchs où c'est très sincèrement, même en tant que fan absolu de l'NBA, c'est quand même c'est dur. compliqué Ouais. tous les jours de suivre t'as des soirs avec 10 matchs qui sont joués, bah tu manques énormément de choses quoi. Bien sûr, ouais, ouais, non, mais bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est sûr, enfin, pour moi, c'est clairement un sujet dont la Ligue va devoir se saisir à l'avenir, parce que
Enfin, voilà, hein, on va l'évoquer un peu plus tard, mais les chiffres de blessures qu'on a ces dernières semaines, c'est hallucinant. Et alors certes, tu l'as dit, la ligue aujourd'hui est moins brutale, moins physique qu'elle ne l'était il y a 20-30 ans, mais elle est beaucoup plus athlétique. Et donc, Mais complètement, pour il y a les beaucoup joueurs, plus ça de terrain engendre. il y a beaucoup plus de terrain à Et couvrir, oui, les défenses, enfin, tout ça c'est calculé, c'est documenté, c'est expliqué. Je comprends même pas qu'on continue d'avoir ces débats qui sont stériles à mes yeux, où tous ces arguments ont déjà été expliqués du pourquoi, du comment. tout à fait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de défendre dans la ligue actuelle, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc enfin le fait que le côté athlétique soit à ce point-là accru, me semble beaucoup plus facile à dire comme ça, est une donnée qui est évidente et qui joue sur les blessures. C'est clair et net. On peut pas juste dire ah, la NBA est moins physique qu'il y a 30 ans, c'est pas normal qu'il y ait plus de blessures. Les gars, le rythme du jeu n'a rien à voir. Aujourd'hui, tous les mecs qui sont en NBA sont des athlètes d'extrêmement haut niveau, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 30 ans. Il y a 30 ans, tu pouvais être un intérieur et avoir des matchs très tranquilles face à des joueurs qui, physiquement, n'étaient pas du tout armés pour lutter. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, tous les Oui. matchs sont des guerres physiques absolument terribles. Il y a aussi tout le débat sur le basket, comment il est pratiqué dans la jeunesse, aux États-Unis, chez les jeunes Américains, c'est-à-dire au niveau lycée, au niveau universitaire, notamment au niveau lycée, où les jeunes aujourd'hui, enfin, avec l'explosion des chaînes qui filment les jeunes talents, qui disent ah regardez c'est le prochain LeBron James, c'est le prochain je ne sais quelle star, et les circuits AAU, donc les circuits de jeunesse, de jeunes talents, c'est devenu un espèce de marathon absolu où ces gamins jouent un nombre incalculable de matchs. Et ça, c'est pareil. Il y a gavé d'articles qui expliquent comment un joueur à 20 ans qui rentre en NBA aujourd'hui a déjà un nombre de matchs et de minutes jouées, alors que physiquement son corps n'a pas du tout été développé musculairement et ainsi de suite. Et il arrive, il est déjà entamé physiquement Ouais, tout à fait. comme jamais dans l'histoire du sport auparavant. Et ça, c'est quelque chose dont Kobe Bryant parlait déjà il y a 15 ans, en expliquant Exactement. que Merci. les circuits de formation américains étaient mais complètement mais hallucinants et n'avaient aucun sens. Et il comparait ça avec l'Europe en disant les joueurs européens arrivent bien mieux formés sur le plan tactique et sur le plan technique parce Et qu'ils oui, sur le sont. plan des fondamentaux, en fait, ils Ouais, bien connaissent sûr. beaucoup plus les fondamentaux. Ils jouent beaucoup moins au basket, mais ils sont beaucoup mieux éduqués sur les fondamentaux. Aux États-Unis, tu joues énormément, mais tu n'apprends pas les fondamentaux comme il le faudrait, dirons-nous. Tu joues énormément et tu passes beaucoup trop de temps en salle de muscu aussi. Oui, et tu passes beaucoup trop de temps à jouer avec des joueurs différents, avec des équipes différentes, surtout si tu es un joueur talentueux. C'est-à-dire que ces joueurs-là, ils ont tout intérêt à se montrer pour augmenter leur cote de popularité auprès des recruteurs. En fait, c'est un cercle vicieux. Si tu veux avoir une chance, pour multiplier tes chances, il faut que tu multiplies le nombre de matchs que tu joues. Et je résume ça de façon voilà, il faudrait exposer ça beaucoup plus concrètement et dans le détail pour rendre justice à comment ça fonctionne. J'invite les auditeurs d'ailleurs qui seraient intéressés par ce sujet à se plonger. Il y a beaucoup d'articles qui existent sur ces sujets sur Internet. Alors, beaucoup d'articles anglophones, hein, je vous l'accorde, mais c'est hyper intéressant. Non mais en Et plus, tout ça pour se faire griller la première place de la draft par des Français, quoi. Donc, à quoi bon? non, mais alors, ça c'est un autre argument, Charlie. Merci. Parfaite transition. C'est un autre argument que j'ai entendu. Ah oui, ah mais en fait, le public américain, ça l'intéresse pas parce qu'aujourd'hui, les stars ne sont pas américaines. Ah mais ça joue, hein, moi j'en suis persuadé. Mais alors, d'accord, mais on peut pas dire d'un côté, on peut pas acclamer la NBA, notamment depuis les fameux JO, la Dream Team 92, machin, tout ça, dire ah la NBA ils sont incroyables, ils ont internationalisé la ligue. Il y a des gamins du monde entier qui a vu la Dream Team. Résultat, aujourd'hui, les stars viennent de tous les pays. Nanana, Absolument. regardez, ils sont en Afrique, ils sont en Asie, ils sont ci, ils sont là, nanani, nanana. Aujourd'hui, c'est Antetokounmpo, Jokic, Doncic, Wembanyama, les meilleurs joueurs de la ligue, blablabla, blablabla, blablabla. Et dire aujourd'hui, ah oui, mais attends, il n'y a pas de star américaine. Mais on peut pas résumer ça comme ça. C'est pas possible. Déjà, d'une, par rapport à tout ce qu'on vient de dire,
par rapport aux fondamentaux, par rapport à comment. Je veux dire, ça c'est un problème strictement américain et dans leur comment ils s'occupent de la formation des jeunes et comment ils s'occupent de développer des joueurs. Mais je vois pas en quoi c'est un problème. Et on voit bien les médias qui cherchent absolument. Enfin, Anthony Edwards, tu vois le forcing qui est fait. Et j'adore Anthony Edwards, il n'y a pas de problème. Je suis pas en train de critiquer Anthony Edwards en tant que joueur. Mais quand tu vois la moindre star américaine, comment ils essaient de monter beaucoup Bien sûr. ces joueurs-là en se disant oh, regardez, c'est la prochaine star. Oh, regardez. Comparer Anthony Edwards à Michael Jordan alors que le gars, ça fait 3 ans qu'il est dans la ligue. Bon, il y a un moment, faut se calmer, quoi. Ouais, ouais, mais oui, Euh, mais on est tout à fait là-dedans. En fait, mais on on sent est, qu'ils sont désespérés de trouver le prochain visage ouais, américano-américain qui va porter la ligue, quoi, mais c'est clair sur le qu'aujourd'hui, territoire local. on est dans une situation où bah tu peux pas à la fois te réjouir du fait que la NBA soit la référence mondiale et derrière te plaindre du fait que la ligue soit mondialisée et que les têtes d'affiche Exactement. ne soient plus On est 100% d'accord. On est américaines. Oui, d'accord. mais c'est clair, mais n'empêche que c'est comme ça que ça se passe quand même, tu vois, et que ça arrive quand même. Je suis Ouais. d'accord avec toi, c'est incohérent, ça n'a aucun sens, mais je suis absolument persuadé que ça joue et que si demain on a un nouveau LeBron, bah ça aidera un petit peu les audiences. S'il est américain, évidemment. Oui, mais tu vois bien, justement, et pour terminer sur ce sujet, tu vois bien que la ligue est terrorisée aujourd'hui à l'idée de perdre LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant, Oui, bah oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de relève, qui hein. potentiellement, sur un espace de 3 4 ans, vont se suivre dans la retraite. Tout à fait. Et après, tu fais quoi? Et je pense que c'est à ça que pense la NBA. Et c'est vrai que l'autre fois, je regardais les chiffres des chutes d'audience, de comment la NBA a chuté après la première retraite de enfin la retraite en 98 de Michael Jordan, donc sa deuxième retraite de la ligue. C'est impressionnant. Bien C'est sûr, oui, oui, non, bien extrêmement sûr. impressionnant et je pense qu'ils ont peur de ça maintenant. Je veux dire, la NBA, c'est une entreprise, hein, c'est une entreprise commerciale, ça aussi, on le dit et on le répète, hein, c'est pas une ligue sportive, c'est pas une association sportive, c'est une Mhm. ligue professionnelle, c'est une entreprise de divertissement, et c'est à eux de gérer ce truc-là. Mais aujourd'hui, je trouve que euh, bah, ils se tirent un peu une balle dans le pied en continuant je vais pas autoriser, mais enfin, je veux dire, il y a que ça aujourd'hui. Il y a que ça, des anciennes gloires de la ligue qui arrêtent pas de vomir sur la NBA actuelle pour dire à quel point c'était mieux avant et à quel point c'est nul aujourd'hui, quoi. Ouais, ouais, je suis Et d'accord. ça, pour moi, c'est quand même un gros problème. Oui, c'est assez pénible, mais d'autant qu'en plus, ce qui est fatigant, c'est qu'ils pourraient mettre d'autres contenus en avant. Je veux dire, des C'est ça. podcasts qui traitent du jeu sans être constamment critiques, il y en a des tonnes, mais effectivement, c'est pas aussi médiatique qu'un Shaq qui va cracher sur tous les intérieurs des années 2010 et 2020, quoi. Ça, c'est sûr. Mhm. Après, Adam Silver a quand même pointé du doigt le fait qu'aujourd'hui, la NBA, au-delà des audiences traditionnelles, et à quel point aujourd'hui il faut se soucier des audiences traditionnelles, il a bien expliqué, Silver, que la popularité de la NBA sur les réseaux sociaux, justement, Et colossal, oui, oui. sur TikTok, sur Instagram, sur X, sur toutes les plateformes sociales, elle est monumentale. Oui, et la NBA n'a jamais valu aussi cher en termes de dotation financière que ce qu'est le Exactement. cas aujourd'hui. Donc on n'est pas non plus dans une situation d'urgence absolue. Et encore une fois, je le rappelle, ces audiences ne concernent que les audiences télé américaines. C'est-à-dire que ça prend pas en compte le League Pass, ça prend pas en compte effectivement tous les contenus qui sont créés sur les réseaux sociaux, etc., etc. Je veux dire, on est Ouais. aussi quand même à une époque où les jeunes générations, on le sait très bien, ont un temps d'attention qui est qui est moins important que ça pouvait l'être il y a quelques années. Et donc la longueur d'un match télé, d'un match NBA à la télé, c'est difficile, hein, même pour des gens comme nous qui sont passionnés, etc. Regarder sur le League Pass, c'est beaucoup beaucoup plus agréable. Ouais, je suis absolument d'accord. Je voulais parler des Sixers. Il y a eu une déchirure du ménisque du genou gauche chez Jared McCain, leur rookie, qui était un des rares rayons de soleil côté Philadelphie. Joel Embiid est encore out après une fracture du visage, le sinus frontal. Il va peut-être manquer le match de Noël, décidément. Les Sixers, je sais pas. Je les connais un peu l'autre fois en disant tiens, les Sixers devraient peut-être penser à jouer la draft. Et très sincèrement, plus ça va, plus je me dis que c'est peut-être ce qu'ils devraient faire, quoi. Ah, c'est compliqué quand même. Bah, c'est compliqué quand même, mais bon.
Ils sont Ah bah, pas bien, quoi. oui, mais qu'est-ce que tu fais quand Embiid, enfin quand tout le monde est revenu en fait quoi? Tu les mets sur le banc les mecs, tu leur demandes Bah, de jouer à j'ai en... 50%. Ouais, non, mais bah, en fait, j'ai entendu l'autre fois, comment il s'appelle, David Thorpe de True Podcast, qui explique que lui, s'il était membre du staff des Sixers, il mettrait Embiid à l'arrêt pour les 6 prochains mois, quoi. Mais en fait, Ah, pour les 3 prochains mois. Et il lui dirait de revenir, style mi-mars. mais dans Là, quel tu but quoi? finis la saison, histoire de de voir un petit peu ce que ça donne avec l'effectif, avec les joueurs qui sont là, que, de juger qui tu gardes, comment ça joue, tout ça, trouver un peu de dynamisme pour finir la saison. Et puis emballer, c'est peser, tu fais la draft et tu construis déjà la saison prochaine, quoi. Mais là, je suis d'accord avec lui. Ce qu'il explique, c'est que faire revenir Embiid cette saison, alors que le gars, clairement, il est incapable. Enfin, Charlie, je vais te poser la question différemment. Allez. Combien de matchs, combien de saisons tu donnes encore à Embiid? Combien de matchs il peut jouer, ce gars-là, encore dans sa carrière? C'est waouh, c'est tu me demandes de jouer au loto là, Non, mais je sais pas, j'en je te sais rien, demande pas de allez, réponse. Mais tu pas admettras que beaucoup. cette question, Elle est elle est, centrale pour l'avenir des Sixers. voilà. Et je veux dire, je pense que les Sixers aujourd'hui, je vois pas quelle est l'utilité de faire revenir, de faire courir Embiid toute la saison sur un parquet pour potentiellement accrocher une pseudo place de play-in. Et comment, pourquoi, enfin, je veux dire, dans Ouais, quel mais état, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi l'objectif de faire revenir Embiid cette saison, de le faire jouer cette saison, alors que clairement depuis l'entame, c'est une saison cauchemar côté Sixers. alors À oui, mais quel moment ça paraît acceptable de se dire allez, on arrête? mais en Quand, fait quand est-ce que tu te dis ça, en quand fait, si moi, t'es Philadelphie? je vais te répondre avec une autre question, en fait. Vas-y. Si tu mets Embiid au frigo 3 mois et que tu le fais Ouais. revenir la fin de saison tranquille pour donner du rythme et tout, et qu'il se répète, parce qu'on sait très bien que, non mais parce qu'on sait très bien que Ouais, Joel ouais, Embiid, son problème, il est beaucoup plus profond que le problème qu'il a actuellement, en fait. bien sûr. C'est pas le fait de se reposer 3 mois qui va gommer tous ses problèmes de blessure. Donc, si tu le mets au frigo 3 mois, faisant une croix sur la saison, faisant une croix sur toutes les ambitions que tu avais avant la saison, faisant une croix sur beaucoup de choses quand même, et que derrière le mec revient et il se pète pour à nouveau 3, 4, 5 mois. Non seulement t'as ruiné une saison, en plus tu passes un peu pour un... Enfin, tu passes quand même pas pour le meilleur front office de la ligue, hein, très loin de là. Donc ouais, je sais pas. En fait, je trouverais que cette idée est excellente si Joel Embiid il avait un problème qui peut être réglé avec un long repos en fait. Mais Joel je vois ce que Embiid tu, il est je vois ce que injuré tu veux prone dire. en fait quoi. Je Donc quoi comprends qu'il ce que tu arrive, veux dire. je suis pas sûr que ça changerait quoi que ce soit. Par contre, si ça Eh, arrive, hein, si les Sixers y tankent, hein, par pitié, libérez Gershon Yabusele qu'il aille jouer dans une équipe ambitieuse, hein, s'il vous plaît. moi je dis qu'il devrait tanker. Moi je dis qu'il devrait tanker définitivement. Le gars, il est signé. Il aura 67 millions en 2028-2029, Joel Embiid. Ils ont sous contrat Embiid, George, Maxi et Caleb Martin, au moins tous jusqu'en 2027-2028. Tyrese Maxi, il a une année supplémentaire, Joel Embiid aussi. Très sincèrement, je pense que les Sixers, vu qu'ils ont ces 4 joueurs-là calés, derrière, ils peuvent reconstruire tout ce qu'ils veulent, n'importe comment, il n'y a pas de problème. Oui, mais en fait, le problème, c'est que Il y a aucune, pour moi, c'est absolument pas pertinent de continuer cette saison. oui, mais ces 4 joueurs-là qui sont effectivement la fondation de l'équipe, tu as tout à fait raison. Honnêtement, sur les 4, Joel Embiid et Paul George, et quelle garantie on a que la saison prochaine, c'est pas la même histoire pour eux en termes de blessures? Ah non, mais complètement, ouais, t'as Tu vois, donc aucune, c'est ça aucune. qui est terrible en fait, c'est que cette équipe, elle a zéro fondation solide en réalité, si tu regardes. Enfin, si, la seule fondation vraiment solide, c'est Tyrese Maxey, et c'est tout. C'est tout. Ouais. C'est flippant, hein. Enfin, franchement, moi, si j'étais fan Ah non, mais de cette franchise, je c'est une serais, catastrophe, les Sixers. C'est à la une limite, catastrophe absolue. moi, je pense que j'aurais atteint un tel niveau de ras-le-bol que je me dirais, bah, vas-y, tout le monde est tradable, sauf Tyrese Maxey et Jared McCain. Voilà, tout le monde est tradable. Tout le reste, ça peut bouger. En fait, la question de Philadelphie aujourd'hui, c'est euh, est-ce que Embiid peut encore, sur la durée de son contrat, et on parle de, ouais, c'est ce que je viens de dire, jusqu'en 5 ans, 2029, ouais. quoi. Bah ouais, 5 ans. C'est beaucoup.
C'est énorme. Est-ce que sur la durée de son contrat, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir aujourd'hui qu'il puisse faire une saison, et quand je dis une saison, c'est régulière et playoff, Non, est-ce que c'est possible qu'il fasse une non, saison intégrale j'y crois pas. où il arrive où l'équipe arrive à se qualifier en playoff et à être en tête de la conférence Est. Et toi, il manque des matchs, tout ça, mais que Mais ça soit pas un espèce de truc catastrophique où il est sur une jambe arrivé en playoff, quoi. alors non, je n'y crois pas, mais surtout, en fait, alors je Mais suis c'est terrible de désolé. dire ça. Non, mais c'est terrible, mais en fait, je vais être un peu désagréable, mais il devrait pas en avoir besoin, bordel. Je suis désolé, mais regarde l'équipe, quoi. Cette équipe, elle devrait être capable d'aller en playoff, même avec un Joel Embiid qui joue 3 mois. Et pour le coup, effectivement, ce que tu défendais tout à l'heure, avec un Embiid qui Mhm, joue quasiment pas de la saison et qui mhm. reprend en mars pour reprendre le rythme et arriver en playoff en forme, là, ce serait complètement valide. Cette équipe, elle devrait être capable de se qualifier en playoff, même avec un Joel Embiid qui ne joue pas. Je suis désolé. Je suis désolé, t'as Paul George, t'as Tyrese Maxey, t'as des role-players qui sont solides à côté, t'as un rookie qui aurait dû être le rookie de l'année, bon là il s'est pété, donc évidemment ça remet tout en question, mais pour moi, Joel Embiid, et c'est aussi pour moi pour ça ils font le move Paul George cet été, c'est normalement cette équipe, elle a pas besoin d'avoir un Embiid qui joue toute la saison pour aller en playoff. Et donc tu peux te permettre de ménager Joel Embiid, de le faire monter en régime et en puissance tout au long de la saison, et arrivé en playoff, là, il est en forme. Et là, tu croises les doigts pour que ça tienne. Cette équipe, elle devrait fonctionner comme ça, sauf qu'aujourd'hui, Mhm. elle est tellement dysfonctionnelle, elle a eu un début de saison tellement dysfonctionnel, qu'aujourd'hui, bah, on est tous en train de se dire, si Embiid joue pas de la saison, ils sont capables de pas aller en playoff, les mecs, quoi. Il Et a ça, c'est 30 fou. ans, il a 30 ans de Joel Embiid et t'as l'impression que t'es en train de manager un joueur qui est en ultra fin de carrière. Oh bah, t'as l'impression qu'il est plus vieux que LeBron. Ah non, mais c'est terrible. Ouais, ouais, c'est terrible, je suis C'est d'accord. terrible. C'est terrible, surtout qu'il est tellement... Putain, mais quel joueur incroyable quand il est bien, sérieux, Embiid, c'est... Ah bah ça, le début de saison dernière, enfin je veux dire, l'an dernier, on parlait de Joel Embiid comme la deuxième version de la version moderne de Will Chamberlain, quoi. Ah bah il était sur des chiffres absolument historiques, Ouais. c'était affolant, c'était absolument affolant son début de C'est en saison dernier. janvier qu'il s'était fait, je crois, qui s'était blessé, malheureusement sa saison a tourné court, mais ouais, Oui c'est ça, c'est fou, c'est fou. Je trouve ça complètement septembre fou cette janvier. histoire des Sixers. Ouais ouais Et bah ouais. il y a quelqu'un qui fera les frais, potentiellement. Il y a Daryl Morey, Nick Nurse, quelqu'un va faire les frais de cette histoire. Il y a des têtes qui vont tomber du côté de Philadelphie. Ouais ouais, je Tu suis penses d'accord. pas? Bah si, je suis d'accord, surtout que c'est quand même beaucoup plus facile de faire sauter un general manager ou un coach qu'un mec comme Embiid qui a un contrat à plus de 50 millions, qui a des saisons à plus de 30 points. Enfin voilà, c'est clair, hein, c'est le sens de l'histoire en fait. Il y a des fusibles qui sont plus simples à faire sauter que d'autres, et Embiid n'est pas du tout le plus simple, très loin de là. Ouais. Et il y a un internaute l'autre fois qui posait la question d'ailleurs en réaction au podcast et qui parlait de Daryl Morey comme quoi potentiellement il était un peu surcoté et il nous proposait de faire une analyse un jour de Daryl Morey. Franchement, s'il se fait évincer de Philadelphie, ça sera le moment de faire un peu le bilan Tout à fait, tout à de fait. Morey, de comment il a fait, enfin pourquoi il a cette position très particulière dans les cercles NBA. Parce qu'il a été beaucoup, il a beaucoup accompagné le mouvement analytique Oui, en NBA. Il a beaucoup participé à cette révolution de l'analytique et sa méthode, sa façon de faire est tout à fait critiquable. Je suis tout à fait d'accord avec ça et après, ça serait une bonne occasion d'en parler. on faudra en parler, mais il faudra quand même aussi resituer le contexte, parce que moi je suis, Oui, enfin, on peut pas parler de Daryl Morey sans rappeler que l'équipe de Houston qu'il a construit, si elle n'était pas tombée à l'Ouest sur une équipe all-time absolument injouable, cette équipe, elle aurait eu quand même de grosses chances d'être titrée. je suis d'accord. Malheureusement, elle est tombée sur les Warriors qui sont une équipe
Enfin, les Warriors. Écœurante. Ah bah ouais, bah Elle était ouais. écœurante, c'est qu'il Bah, faut, bien sûr, les faut Warriors. arrêter de tourner autour du pot quand même Oui, oui, non, mais c'est concernant cette ça. Oui, équipe, oui, quoi. tout à fait. T'as Tu tout à vois. fait raison. Elle était écœurante. J'ai pas détesté la période de Warriors. Enfin, c'était sympathique, mais c'était quand même. Mais c'était une équipe. Enfin, Ça reste un scandale, quoi. Je suis désolé. offensivement, C'est un défensivement, scandale. bien coaché. Enfin voilà, c'était trop compliqué. C'était trop compliqué. Et ça, c'est pas de la faute de Daryl Morey pour le coup. Je suis d'accord Non, qu'il a non, fait mais des conneries, hein, Daryl Morey, hein. Moi, je suis pas un c'est grand fan, mais cette équipe des Warriors a été rendue possible par la décision de Kevin Durant et parce que cette année-là, il y a eu une hausse de la masse salariale de face où le syndicat des joueurs même a voté pour une hausse instantanée et non pas une hausse diffuse sur plusieurs saisons. ouais. Et donc tout d'un coup, il y a eu une hausse. Ça c'est pareil. L'intersaison l'été 2016, ça peut faire l'objet d'un podcast à lui tout seul. Oui, oui, je Le suis nombre de d'accord. contrats complètement débiles qui ont été donnés cet été-là à des joueurs qui potentiellement méritaient pas autant d'argent. Le fait que tout d'un coup les Warriors se retrouvaient avec la place nécessaire pour accueillir un mec comme Kevin Durant sans faire partir qui que ce soit d'autre, enfin sans, je veux dire, sans sacrifier ni Thompson, ni Draymond Green, ni Stephen Curry. Et pareil, l'impact que ça a eu sur l'image de Stephen Curry, quoi. Ouais. Ce qu'on retiendra de Stephen Curry dans sa carrière a été, enfin, sera quoi qu'il arrive influencé par ce passage-là, quoi. Le fait notamment qu'il a vu Kevin Durant gagner 2 fois le titre de MVP des finales et qu'on entendait des gens très sérieusement dire Kevin Durant est le meilleur joueur de cette équipe, quoi. Ouais, ouais, le patron de l'équipe même. Ouais. Et je suis désolé, Kevin Durant était extrêmement fort, mais dire que c'était le joueur, le MVP, le most valuable player de cette équipe, le joueur le plus important, pour moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et il y a plein de chiffres qui montrent ça. Je veux dire, c'est pas mon opinion personnelle. Factuellement, c'était pas le cas. Ouais, non, mais tout à fait. Je suis parfaitement Mais bon. d'accord avec toi là-dessus. Bah, de toute façon, on en a déjà parlé un peu dans le podcast. Oui, Je veux oui. dire, Non, non, mais je remarque qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça. D'ailleurs, les gens ont le droit de ne pas être d'accord avec ça. Je veux dire, c'est toujours une conversation, ces sujets-là, ouais. et on a le droit d'avoir ses sentiments, ses opinions personnelles et son sentiment sur ces choses-là. Alors, il y a Kawhi Leonard qui a été annoncé proche d'un retour par les Clippers. C'est Tyronn Lue qui a annoncé ça récemment. Il a expliqué qu'il avait participé à quelques entraînements 5 contre 5 avec Contact mercredi dernier. Voilà, je trouve que c'est une bonne nouvelle concernant les Clippers, qui sont, selon moi, une des équipes les plus surprenantes de ce début de saison. Personnellement, moi, j'aurais pas parié sur le fait qu'ils soient avec un record positif et surtout qu'ils aient la 6e meilleure défense de la NBA. Très franchement, moi, c'est une équipe qui m'impressionne. James Harden, je trouve qu'il fait un boulot extraordinaire. Norman Powell est en train de prendre totalement la place comment dire, de Paul George. Il a totalement remplacé Paul George avec il a plus de 23 points par match avec une efficacité au tir redoutable. J'aime leur équipe, j'aime la bataille qu'il y a dans cette équipe, dans ces joueurs. J'aime le recrutement qu'ils ont fait, j'aime les Chris Dunn, j'aime tout ça. Alors il y a des Zubac aussi, j'aime bien, Derrick Jones, Kevin Porter, j'aime pas trop, mais voilà. Il y a des trucs comme ça où je me gratte la tête, mais où la saison de Terrence Mann aussi qui me déçoit beaucoup cette saison pour le coup. Mais l'un dans l'autre, je trouve qu'il y a des choses qui sont très encourageantes. Je m'attendais pas à ça et je me dis que Kawhi qui revient dans cet effectif, si ça tient le coup, hein, on est un peu dans la même ambiance qu'avec les Sixers, si ça tient le coup, franchement, les Clippers, c'est vraiment une tannée de se débarrasser de cette équipe. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il faut vraiment tirer un coup de chapeau à Tyronn Lue Ouais, qui prouve encore une complètement. fois qu'on aime le bonhomme ou pas. Il prouve quand même encore une fois que c'est un excellent coach NBA et que malgré des circonstances parfois compliquées, il arrive quand même quasiment toujours à s'en sortir. Moi, j'aime beaucoup dans la déclaration de Tyronn Lue, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il explique que Kawhi Leonard va les accompagner pour le road trip qui vient là, mais
même sans jouer en fait, il va être avec le groupe et ça je trouve que c'est une super nouvelle parce que c'est quand même quelque chose qui transpire un peu de cette équipe, c'est qu'il y a une réelle alchimie, c'est que les mecs prennent du plaisir à jouer ensemble et donc de voir que Kawhi s'intègre au groupe même en étant absent, c'est une bonne nouvelle parce que quand on connaît la carrière de Kawhi, on sait que bah ça a pas toujours été enfin, c'est toujours un joueur dont on sait pas très bien ce qu'il a dans la tête. Parfois, il est un peu en marge du groupe. Parfois, enfin voilà, il est pas toujours. C'est pas le franchise player dans le sens leader absolu qu'on peut connaître. Donc ça, je trouve ça très bien. Et ouais, moi, j'ai qu'une hâte, c'est de le voir revenir. Hein. Moi, Kawhi, c'est un joueur que j'adore. Il est tellement Ouais. fascinant à voir quand il est en forme. Et effectivement, il ne peut faire que du bien dans une équipe qui est un peu à son image, quoi. Ça se bat, ça défend, c'est intéressant. Donc ouais, très content et j'ai hâte de le retrouver. Ouais, et je te dis, James Harden, franchement, je suis Ouais, épaté. il est incroyable, Harden. Je suis épaté par la saison que fait ce joueur. J'ai été très critique de James Harden et j'aimais pas sa dynamique à Philadelphie. Et franchement, depuis qu'il est aux Clippers, enfin, je suis toujours partagé par Harden. Il y a des fois, toi, au Nets, par exemple, je comprenais qu'il était saoulé de porter toujours l'équipe. C'était toujours lui qui était là pour porter l'équipe et pendant que Durant et Kyrie Irving alternaient entre les périodes de disponibilité, non disponibilité, blessure, pas blessure, je fais la tête, je fais pas la tête, enfin bref. Et la constante, c'était lui, quoi. Ouais. Et à Philadelphie, bon, on saura jamais exactement à quel point, enfin exactement ce qui s'est passé entre lui et Daryl Morey pour qu'il il s'en prenne à lui publiquement comme il l'a fait. Mais tu sais, Bref. moi, à Philadelphie, j'ai pas détesté son passage, hein, parce que Ah non, pas moi non plus, j'ai pas détesté, mais vraiment le moment, tu vois, où il a un peu fait évoluer son jeu, où il s'est dirigé tout à fait, plus vers un côté meneur chef d'orchestre, tout à etc., fait. etc. Et je trouve que pour un joueur qui a été aussi dominant offensivement, aussi dominant au scoring, faire cette transition-là de manière aussi smooth, tu vois, de manière aussi fluide, je trouve que c'est assez remarquable quand même. Je suis complètement d'accord, c'est exactement ça, ouais. Et franchement, chapeau, j'aime bien cette équipe. J'adore Kawhi Leonard. Ouais, ouais. J'ai toujours voulu voir Kawhi Leonard jouer. J'ai envie de voir jouer ce gars-là. Je trouve qu'on a été privé d'un talent hors norme. Bah, Enfin, c'est clair, c'est clair. privé. Il nous a fait ces playoffs avec Toronto. Ah, mais c'est C'était encore vraiment un pire. truc Il nous a mis fou. l'eau à la bouche, tu vois. Ouais, ouais, il y a eu son début de carrière aux Spurs qui était absolument magistral. Mais on n'a pas eu ce qu'on aurait dû avoir avec Kawhi. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un joueur extraordinaire. Et James Harden, de le voir comme ça, aussi efficace qu'il puisse être maintenant, tout de suite, et comme tu dis, sa capacité à réinventer son rôle Ouais. dans cet effectif, et depuis quelques saisons maintenant, c'est tout à fait admirable. Il faut tirer son coup de chapeau à des joueurs comme ça qui savent mettre leur ego de côté, se réinventer pour poursuivre leur carrière, continuer de gagner. Et c'est ça le truc, c'est que James Harden, il a envie de gagner, il a envie d'emmener un groupe avec lui. Et voilà, il a ses limitations, il a foiré plusieurs fois en playoff. Mais bien Il a, sûr, il a plein de, on lui il a a eu déjà fait ses, plein de il a eu reproches. ses manques, tu vois. Il y a plein de reproches à lui Évidemment, faire. évidemment. Mais en termes d'attitude et tout ça, enfin, franchement, là, il est exemplaire. Et Ouais, il moi je faut, trouve il que faut bien reconnaître quand ça va bien, faut le dire. Quand ça va pas, on n'arrête pas de le dire et on tape sur les joueurs. Quand ça va bien, il faut le dire. Et quand ils ont des comportements comme ça, c'est important de le souligner. ouais, je trouve vraiment que l'image qu'il renvoie sur cette fin de carrière, parce qu'il a 35 ans, à Harden, on peut tout à fait parler de fin de carrière, même si je m'attends pas du tout à ce qu'il prenne sa retraite demain, mais c'est, Ouais, il ouais, est je trouve plutôt en que, forme pour le coup, lui. ouais, c'est ça, je trouve que vraiment, pour moi, qui ai longtemps pas été un Harden hater, mais qui avait vraiment des doutes sur la mentalité de ce mec-là, sur sa capacité à emmener une équipe au titre, etc., etc., vraiment, je trouve il envoie vraiment une très très belle image là, et je trouve vraiment que Tyronn Lue et lui sont vraiment les deux mecs à qui il faut tirer un vrai coup de chapeau pour ce début de saison des Clippers, parce que c'est très très beau ce qu'ils font. Moi, j'aimais pas son jeu, tu vois, Harden. J'aimais pas son foul baiting, le fait qu'il essaye de toujours provoquer des fautes, mais pas dans le jeu, tu vois, toujours à essayer de jouer avec les règles au lieu de jouer au basket. C'est ça qui me dérangeait beaucoup, c'est les isolations, les dribbles incessants. Bon, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas mon kiff, tu vois. C'est pas le basket que j'aime particulièrement. Mais là aujourd'hui, James Harden a quand même une maîtrise de son sport, une maîtrise du jeu qui est absolument
incroyable, quoi. Ah Enfin, je bah veux dire, c'est impossible de dire le contraire, c'est quoi. un attaquant all-time, quoi. Dans sa capacité à se créer des shoots, enfin, dans toute sa carrière, dans sa capacité à se créer des shoots, à trouver des solutions à la passe, dans sa capacité à, enfin, ce mec-là a tellement de cordes à son arc offensivement, c'est une folie. C'est une folie. Et ça restera un des joueurs les plus marquants Bien de sûr. sa génération. Ah, bien sûr. C'est-à-dire, James Harden a participé avec Steph Curry. On parle de Steph Curry parce que Steph Curry, c'est le OG, c'est l'original, c'est la version originale, tu vois. Et puis c'est le gars qui en tête de tous les records à 3 points. Donc forcément, c'est facile de le pointer du doigt comme le visage de cette révolution. Mais James Harden a tout à fait participé et accompagné cette révolution du basket. Oui. Non, et puis attends, Largement. il a des saisons, enfin, il a des saisons qui sont plus qu'historiques. Mais complètement. On parle quand même d'un type qui a terminé une saison à plus de 36 points, 7 passes et 6 rebonds, je crois, par match ou un truc comme ça. Enfin, Ouais. Et waouh, on se souvient tous d'avoir regardé ça et en se disant, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il était absolument inarrêtable. ah ouais, il était mais fou, 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 fou. C'était presque drôle à voir parfois comment les défenses ne savaient plus comment gérer ce joueur, quoi. C'est c'est rare de voir ça, Ouais, ouais, de non, voir c'est dingue. des équipes qui sont effrayées, de se dire mais qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, on va se mettre sur sa hanche gauche et on va l'empêcher de, de bouger. Tant pis, vas-y, on le laisse aller tout droit, mais il fera pas tel ou tel move, quoi. Ouais. Tu vois, Ah tu ouais, vois, non, tu vois pas ça à ce niveau-là, hein. il fait vraiment partie des pyromanes les plus dingues qu'on ait eu C'est dans les clair, années 2010, hein, sans le moindre doute. carrément. Greg Popovich va mieux, on le sait. Les Spurs ont publié un communiqué pour avec une réaction de Popovic qui a remercié tout le monde pour leur soutien, tout ça, pour dire qu'il allait mieux, et ainsi de suite. On sait toujours pas quand est-ce qu'il va revenir. Et d'ailleurs, j'avais cette question-là à te poser, Charlie. Est-ce qu'il faut qu'il revienne, Greg Popovic? Ah bah c'est un peu la question qu'on s'était posée il y a quelques semaines avec Flo. Ouais. Écoute, bon déjà moi je suis content qu'on ait des nouvelles directes, c'est plus rassurant. Alors évidemment c'est via communiqué, donc c'est difficile d'en savoir vraiment plus sur son état, mais la petite conclusion là, la petite pique sur le fait que les gens en charge de sa rééduque n'attendent qu'une chose, c'est qu'il retourne en NBA pour être libéré de lui, c'est tellement à son image, ça fait trop plaisir de lire ça. Ouais. Écoute, je sais pas. Est-ce qu'un retour sur le banc c'est forcément la meilleure chose pour lui ou non? Je sais pas. Euh, Ce qui est le plus important pour lui, pour sa famille, et je pense pour une grande majorité des fans NBA, c'est qu'il retrouve la santé. Maintenant, bon bah voilà, on sait à quel point le basket est absolument central et important dans la vie de Greg Popovich, surtout depuis qu'il a perdu sa femme. C'est un élément qui est peut-être vital pour lui. Alors est-ce qu'il faut souhaiter son retour? Je sais pas. Est-ce que je pense qu'il va revenir? Oui, je pense qu'il va revenir. Oui. Ouais, moi aussi, il mérite qu'on fasse nos adieux, Ouais, nos ah ouais, adieux. ouais. Un au revoir En fait, il, autrement que par le biais de je fais une attaque et je m'en vais, quoi. voilà, en fait, il mérite de choisir quand et comment il va arrêter. Exactement, ouais. Ça, c'est hyper important, je trouve. Alors, en revanche, je pense que les Spurs, là, si c'était pas le cas, vont devoir très sérieusement envisager et discuter avec lui-même, dire voilà, bon, c'est peut-être le moment d'arrêter quoi, enfin d'envisager, de préparer tout ça, enfin de préparer Ouais. ce départ. Moi, ce que Et, j'imagine, c'est une fin de saison, tu vois, où, par exemple, alors, ouais, il coach qu'à domicile, tu vois. pourquoi pas. C'est une possibilité. Et mais préparer préparer le revoir, même si ça me fait extrêmement bizarre de dire ça, Ah bah, le jour où Popovic sera mais plus là, c'est... il y a un moment, bon, là il faut que, enfin, on en a vu hein, d'autres coachs partir et quitter la scène, donc moi Ouais, mais personnellement, lui, il est ah mais particulièrement, oui, ah bah ça, particulièrement emblématique, une quand même, ça. légende absolue, Greg Ouais. Popovich. Ah bah, Mais ouais, j'aimerais qu'il ait un départ digne de son parcours, de sa carrière, de ce qu'il représente pour le basket. Et je dis bien le basketball en tant que sport en général. Je veux dire, c'est quelqu'un qui nous a offert, qui pour moi a été à l'origine du plus beau basket dont j'ai jamais été témoin de toute ma vie. Donc, oui, et puis, avec, puis au-delà du basket, il a transcendé ce sport, Popovic. oui, Les prises de parole politiques, les prises de parole sur plein de sujets civiques, sociaux, etc. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a transcendé son sport, Popovic, vraiment. ouais.
Donc voilà, écoute, on verra bien. Et bah écoute, ils ont un successeur tout trouvé, un Mitch Johnson qui fait du très bon boulot. On verra comment ça se passe du côté des Spurs. C'était un vrai plaisir en tout cas d'avoir, comme tu l'as dit, d'avoir des paroles venant de Popovich lui-même, avec sa façon de faire toujours de l'humour, Bah ouais, de plaisanter, tout ça. Ça fait du bien, So ça fait Popovic. chaud au cœur et on espère qu'il ira mieux très vite et C'est on le reverra sur un banc et qu'on aura l'occasion de faire tout, enfin voilà, de faire que ça se passe bien quoi, clair. en bonne et due forme. Les Bucks ont remporté la NBA Cup, Charlie. Oui. C'était un moment extrêmement intéressant. Alors, l'ambiance à Las Vegas, franchement, c'est pas top. Alors, il y a beaucoup l'esprit Paris sportif hein, à Las Vegas. Je trouve que c'est très marqué cette histoire, mais bon, c'est peut-être juste un sentiment que j'ai moi, mais c'est un truc qui ne me plaît pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, mais j'ai trouvé ça être très, 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 très étonnant parce que les Bucks, on en a parlé, début de saison très difficile. Là, ils sont sur une bien meilleure dynamique. J'ai beaucoup aimé toute l'attitude de cette équipe au moment de remporter cette coupe. Ouais. Le fait qu'ils aient été contents, qu'ils ont profité du moment, mais en même temps qu'ils étaient lucides sur le fait que la saison était encore longue, qu'il fallait continuer à construire là-dessus. Et puis Giannis Antetokounmpo, Charlie. Giannis Antetokounmpo, très sincèrement, si les Bucks s'accrochent sur le haut du classement à la fin de la saison et que les Nuggets de Jokic, on en parlera tout à l'heure vite fait de Jokic, sont à la traîne au classement et rendent impossible le fait de nommer Jokic parce que bon, il y a un moment, si les Nuggets sont dans le play-in, bon, ça va être quand même compliqué. Bref, Antetokounmpo, c'est quand même un joueur, mais ouais, il est exceptionnel. Enfin, j'enfonce une porte ouverte clairement, mais il est fabuleux ce joueur. Il est fabuleux et il adopte vraiment une attitude depuis plusieurs semaines maintenant qui est exemplaire et c'est un problème colossal. On voyait bien que le Thunder, alors ils sont privés de Chet Holmgren, je suis d'accord, mais Antetokounmpo, c'est un joueur que énormément d'équipes ne sont pas en mesure d'arrêter sur un terrain. Oui, alors écoute, moi, il y a 2 semaines, on en a déjà parlé des Bucks, je crois que c'était il y a 2 ou 3 semaines, et à l'époque, j'étais dubitatif, moi, sur leur capacité à remonter la pente sur la durée, parce que je les trouvais vraiment trop dépendants de Giannis. Mais là, justement, ce qu'on voit depuis ce moment-là est beaucoup plus rassurant, je trouve, et cette victoire en NBA Cup, elle me rassure vraiment, parce que euh, il y a une vraie réponse collective. Défensivement, ils montrent qu'ils peuvent retrouver un peu cette solidité qui a fait leur identité sous leur Ouais, Budenholzer. Sur les 15 derniers matchs, je crois qu'ils ont le 8e defensive rating de la ligue. Alors, ils sont pas extraordinaires, mais ils ont retrouvé un équilibre. Ils sont aussi 10e rating offensif, donc ça leur permet de retrouver un équilibre et de l'impact des deux côtés du parquet. Et puis là, ils battent une équipe qui compte parmi les favoris cette saison en finale de cette Cup. C'est aussi quelque chose qui peut leur donner une forme de sérénité. Alors, ok, c'est pas un trophée incroyable, mais vu leur début de saison, ce serait bête de faire la fine bouche. complètement. C'est exactement ce que j'allais dire. Franchement, ils en sont pas, ils ont pris ce qu'il fallait prendre et je pense Absolument. que c'est un boost hyper important au niveau du moral, l'esprit d'équipe. Tu vois que Doc Rivers est en train de trouver sa rotation. Tu sens que les joueurs en avaient besoin mentalement, en fait. Mm. Oui, et puis effectivement, Au-delà de gagner la coupe et le tout ça, fait quoi. le fait qu'ils s'enflamment pas sur cette victoire avec notamment c'est ce qu'ils ont expliqué en fait, c'est que il y a Darvin Ham dans le staff et Darvin Ham en fait il leur a expliqué que qu'il avait gagné donc la NBA Cup avec les Lakers et donc il faut pas du tout s'enflammer là-dessus et rester concentré sur le reste de la saison parce que ça ne veut absolument rien dire évidemment, ça ne fait pas du tout d'eux, enfin on n'est pas en train de se dire ah bah ils ont gagné ça du coup ils sont à nouveau parmi les favoris, on n'est pas du tout dans cette démarche là. Donc ouais non c'est une très bonne nouvelle, c'est cool. C'est une vraie réponse collective. On sent ils ont vraiment ils ont trouvé de la cohérence, ça y est. Donc évidemment, ça fait plaisir. Alors, et bien sûr, tout n'est pas parfait non plus, hein, mais voilà, ils partaient de tellement loin sur le plan Ouais, collectif que cette perf-là, elle va leur donner de la sérénité, du temps pour continuer à travailler, se donner des certitudes pour la suite. C'est très positif. Et ouais, Giannis est phénoménal et les débats sur le trophée du MVP vont être salés parce que
Toi, tu t'as dit en préambule que si les Nuggets ne décollaient pas, ce serait compliqué pour Jokic de l'avoir, pardon. Moi, j'ai pas oublié que Russell Westbrook a été sacré MVP en finissant sixième à l'Ouest. Donc, Mais Jokic aussi, je crois que les ouais, Nuggets, voilà. en 2021 ou 2022, ils sont pas super bien classés et il a quand même eu le titre de MVP. C'est juste que les Je crois, Nuggets je crois. sont sur une espèce de tendance un peu bizarre. Oui, c'est difficile Euh, d'avoir des certitudes sur cette équipe. voilà. Et Ouais. on va en parler un peu. J'en ai parlé la semaine dernière pour le coup. On va en parler un peu plus tout à l'heure parce que quand on va parler de nos moments marquants de l'année 2024. Ouais. Moi, j'ai retenu Jokic. Voilà, c'est spoiler. Mais voilà, non, mais Antetokounmpo, cette équipe des Bucks avait besoin, je pense, de ça. Ça montre enfin, ça a justifié tout le bien que je pense de Giannis Antetokounmpo, qui a certes certaines limitations dans son jeu, mais qui a la bonne attitude et qui, très franchement, c'est un tel monstre physique. Oui. Personne ne peut arrêter ce type. Ça fait quoi? Ça fait 5 ans maintenant que Giannis Antetokounmpo est au sommet parmi les tout meilleurs joueurs, le gratin du gratin de la NBA, et ça change pas, et il est là, et il va falloir compter sur eux, quoi qu'il arrive. Et les Bucks, ils ont eu des désillusions ces dernières années, ces dernières saisons, mais c'est aussi parce que Giannis Antetokounmpo était blessé. Et quand ce gars-là est en pleine possession de ses moyens, les Bucks restent une équipe extrêmement dangereuse. Est-ce que cette défaite du Thunder, de l'autre côté, ça te dit quelque chose du Thunder? Est-ce que le Thunder, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions concernant la défaite du Thunder, où on commence à passer le cap, j'ai l'impression, du côté d'OKC. On passe le cap de c'est la jeune équipe avec plein de talent, qui a fait un super recrutement, qui a plein de jeunes joueurs et blablabla. Et là, tout d'un coup, on commence à entendre parler de ah, mais il n'y a pas de deuxième créateur. Ah, mais quid si Chet Holmgren ne revient pas ou s'il revient qu'à moitié? Jalen Williams, est-ce que c'est le joueur qu'on pense qu'il est? Est-ce qu'il est capable de créer? Est-ce que c'est vraiment la meilleure seconde option aux côtés de Cheikh Alexander et ainsi de suite? On commence à entendre une petite musique, pas du doute, mais où le Thunder, qui sont sur une autoroute pour l'instant dans la conférence Ouest, leur premier poursuivant, c'est Memphis et les Rockets. Ils ont 3 matchs d'avance, ce qui est pas beaucoup, mais le Thunder est clairement installé en tête de la conférence Ouest aujourd'hui. Est-ce que ça change quelque chose? Parce qu'il y a eu cette défaite à Dallas en playoff l'an dernier. Là, un match coup près face aux Bucks, ils ont totalement déjoué. Alors on peut dire, ouais, mais c'est un match, c'est une anomalie totale par rapport à ce qu'ils nous ont montré toute la saison. Certes, mais je trouve ça intéressant, cette question de savoir est-ce que le jeu du Thunder est vraiment capable de produire un titre NBA? Bah moi, en fait, Je te demande pas d'y répondre tout de suite, mais je trouve que non, cette question posée est intéressante et je pense qu'on va devoir s'y intéresser de plus en plus à mesure que la saison évolue. mais moi je pense que c'est bien pour eux en fait qu'on se la pose maintenant. Il vaut mille Tout à fois fait. mieux se poser la question maintenant plutôt qu'en demi-finale de playoff après s'être fait braquer le premier match à domicile par exemple, tu vois. En fait, Ouais. moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'on le sait que le Thunder c'est une jeune équipe et je trouve que c'est très bien là qu'ils aient un peu, si tu veux, tu vois, cette petite claque derrière la nuque, quoi. Oui, vous avez un potentiel incroyable, les gars. Oui, vous faites partie des plus grands favoris pour le titre, mais ça veut pas dire que vous l'avez déjà gagné le titre. C'est ça, en fait, c'est ce que je trouve positif pour cette équipe, c'est ça aurait été presque trop beau, tu vois, que là ils la gagnent et que derrière ils continuent sur leur autoroute et qu'en fait les premiers grains de sable ils arrivent au moment où c'est trop tard pour les régler, quoi. Je suis d'accord, ouais, complètement. Et on Donc, sait très bien, toi et moi, Charlie, que même si le Thunder semble vraiment sur la voie royale, combien d'équipes on a vu comme ça sur la voie royale? D'ailleurs, le Thunder a connu ça à l'époque de KD, Westbrook et Harden. Plein d'autres équipes comme ça ont eu cette espèce de d'aura. Tout d'un coup, on se dit, mon Dieu, ils vont être fous. Ça va être incroyable, ça va être magnifique. Toujours garder en tête que des fois, la durée de vie d'une équipe peut être beaucoup plus courte que ce qu'on pense. oui, et puis attention, Surtout quand elle devient compétitive. oui, et puis surtout, moi, si, enfin, tu vois, si demain,
enfin si on est en juin 2025 et que l'affiche des finales par exemple c'est OKC Boston, moi je suis pas sûr de mettre OKC très très loin devant, enfin en tout cas favori, tu vois. Donc Face je à trouve que c'est Boston, bien. non. Ouais. Oui, voilà. Donc, tu vois, je trouve que c'est bien pour le Thunder qui se retrouve un peu là, pas dans le dur, parce que attention, il y a pas, y a pas, y a Non, pas, ouais, y a ouais. pas de drame. Faut Hein. pas exagérer. Ouais. Je veux dire, tu l'as dit, ils sont dans une position en saison régulière qui est très tranquille. En plus, leurs poursuivants sont quand même des D- équipes qui, sur le papier, ont ouais. moins de certitude qu'eux. Donc, D'ailleurs, c'est très drôle parce que cette défaite ne compte pas. Si tu regardes exactement, le classement aujourd'hui, ils ça ne sont compte sur une pas. Ouais, série de 6 victoires consécutives, le ouais bien Thunder. sûr. Ouais, ouais, La défaite face à Milwaukee ne compte pas dans le classement général. absolument. Donc, donc c'est Non, très et puis drôle. ouais, moi j'ai bien aimé les déclarations de Marc Daigneault, tu vois, qui assume tout à fait la défaite. Enfin voilà, je trouve que c'est, en fait, je trouve que c'est positif, moi, que ça leur soit tombé dessus maintenant, et que du coup, bah, ils se posent des questions, tu vois, qui aient des axes de progression aussi clairs qu'ils leur apparaissent. Voilà, cette équipe, elle peut encore progresser. C'est une équipe jeune qui a énormément de potentiel. Elle a aussi beaucoup d'assets si elle veut bouger sur le marché. Donc tant mieux, en fait, tant mieux, à condition qu'il trouve les moyens de régler ses problèmes. Complètement. Complètement. Et très franchement, cette équipe du Thunder, je continue à dire que c'est. Parce que ça fait un moment, toi et moi, qu'on en parle également. Mais ce genre d'équipe qui dispose d'un socle de talent jeune, appliqué comme le sont tous les jeunes talents de cette équipe, Chatham Green, j'espère vraiment qu'il va revenir Ah ouais, ouais. comme il faut et que ça va bien se passer pour lui. Je t'avouerai que sa blessure m'a fait très très peur et je suis pas complètement rassuré encore. Je croise les doigts pour lui, très franchement, parce que c'est un élément indispensable de Oui, cette équipe. bien sûr. Chatham Green en pleine forme, en pleine possession de ses moyens, change totalement la physionomie de cette équipe. Ouais, et puis moi j'ai envie de Mm. voir quel joueur ça va devenir, Holmgren, Oui, quoi. oui, complètement, complètement. J'ai envie que ce gars-là ait une carrière, la carrière qu'il mérite d'avoir, et qu'on ne ce soit pas encore un énième joueur dont on ne verra pas la carrière ou Absolument. que des bribes. Maintenant, voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. On verra bien ce que ça donnera. Et elle est extrêmement bien coachée. Shai Gilgeous-Alexander, c'est un MVP en puissance et il sera dans la conversation pendant encore de nombreuses saisons, à mon Ouais, avis, ouais, ouais. très sincèrement. Et un jour, très probablement, il a une énorme probabilité de remporter un titre de MVP dans le futur. Ça dépend combien de temps va jouer Jokic, quoi. Oui, mais très sincèrement, le Thunder est une équipe qui, à la fois, on a l'impression qu'ils ont du temps, et à la fois, je tiens à signaler que il n'y a pas toujours autant de temps qu'on pense, Oui, les fenêtres pour le titre ne sont pas éternelles. et sont même beaucoup plus courtes qu'on ne le croit. Ouais, je suis d'accord. Et qu'à partir du moment où tu commences à devoir filer des contrats à tout le monde, avoir des prolongations à donner à tout le monde, et à choisir qui sont tes joueurs, autour de qui tu construis, et quelle expérience, et ainsi de suite. Et quand l'argent commence à rentrer dans les conversations, et ainsi de suite, et fait que tu dois faire des choix, et que tout d'un coup, tu as beaucoup moins de marge de manœuvre pour entourer tes stars, c'est beaucoup plus compliqué. Et Ouais, le ouais. Thunder, jusqu'alors, ils sont sur la voie royale, comme on l'a dit. Plus les saisons vont passer, plus ça va se complexifier. Donc, à suivre, vraiment. Dennis Schroeder a été transféré aux Warriors. Les Warriors ont choisi de compenser la blessure de DeAnthony Melton, qui s'est fait opérer et donc était out pour la saison. Et Dieu sait qu'il était important dans l'histoire du bon début de saison des Warriors, qui depuis marque le coup. Clairement, il y a beaucoup plus de défaites que de victoires tout d'un coup, et ça commence à devenir un peu inquiétant. Les débuts de Schroeder sous le maillot des Warriors face à Ah, c'est Memphis, dur. eh ben, c'était d'une violence, c'était d'une violence épatante. Ah, c'était terrible. Waouh, pas un seul tir marqué par Stephen Curry ni Draymond Green, je crois. Oui, Schroeder, c'est du quoi? C'est du 2 sur 12 au tir. Enfin bref, difficile de faire pire comme entame. Bon, voilà, c'est un match. Je pense malgré tout que l'arrivée de Dennis Schroeder devrait apporter beaucoup de choses
à cette équipe des Warriors, notamment du jeu en pick and roll qui permettra de diversifier le jeu des Warriors, potentiellement de donner un autre rôle à Podziemski qui est vraiment sur une saison euh, très décevante par rapport à la saison passée, qui n'aura pas du tout la même efficacité au tir. Et donc, c'est un gros problème côté Golden State. Euh, voilà, cette équipe, je sais pas quoi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que la chute, elle est un peu violente ces derniers temps. Et que là, ils espèrent que ça va être un petit peu une petite déflagration pour relancer la machine, quoi. Écoute, ouais, moi, Dennis Schroeder, c'est un joueur dont j'aime le profil. Je suis tout à fait persuadé qu'il peut être un joueur important dans une équipe ambitieuse, et il l'a d'ailleurs déjà prouvé aux Lakers en étant important dans l'équipe qui fait finale de conférence face aux Nuggets. Donc on va voir comment il s'intègre aux Warriors, à leur attaque, au système de Steve Kerr. Moi, je suis persuadé qu'il va leur faire du bien. Quand Curry et Draymond ne sont pas sur le parquet avec Schroeder, ils ont un mec capable de jouer le pick and roll, de casser le rideau défensif. Défensivement, c'est aussi quelqu'un qui peut leur apporter. Dans les vestiaires, c'est un leader, comme on a pu le voir avec l'équipe nationale. Bref, voilà. Pour les Warriors, ce trade fait sens. Pour moi, ils se sont clairement renforcés. Alors, est-ce que ce sera suffisant pour les imaginer ambitieux cette saison et rebondir après cette période un peu compliquée? Ça, c'est une autre question. Mais ouais, non, voilà, moi globalement, je suis plutôt content pour lui parce qu'il se retrouve là dans une équipe plus ambitieuse que les Nets, même si lui avait plusieurs fois expliqué qu'il espérait rester du côté de Brooklyn. On sait que les joueurs n'ont pas la main là-dessus. Il se retrouve dans une franchise qui est quand même plutôt sympa. Donc voilà. C'est son fils qui est content apparemment. Son Ouais. fils qui est fan de Stephen Curry. Elle est trop mignonne l'histoire. Alors, moi, j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes enfin, j'ai vu pas mal de gens, notamment sur les réseaux sociaux, dans des commentaires, etc., qui craignaient un peu qu'il ait du mal à s'intégrer à cette équipe, à la motion offense. Citer par exemple le cas de Chris Paul en disant qu'il devrait se contenter d'un rôle qui serait pas forcément adapté à lui, etc. Moi, je suis plus optimiste pour lui le concernant parce que je pense qu'individuellement, il peut apporter plus, prendre plus le jeu à son compte. Il est agressif Tout à offensivement. fait. Enfin, pour moi, il va trouver sa place sans aucun problème dans cet effectif. Alors Je suis évidemment, d'accord. oui, cette première sortie hier soir, elle fait mal, mais c'est pas grave et Ouais, ça voilà. paraît être quand même une énorme anomalie. Enfin, je veux Oui, dire, ça voilà, reste une gifle voilà. tellement colossale. Ça arrive malheureusement. Oui. Et il n'y a aucune conclusion à tirer de ce premier match. Enfin, je Et veux pour dire, Podziemski, bah oui, c'est un désaveu, mais c'est pas du tout étonnant. Steve Kerr a été très cash sur son cas début décembre en conférence de presse sur sa déception devant le manque de progrès de son joueur. Il lui a donné un avertissement qui était violent et très clair. Voilà, voilà, tu joues pour les Warriors, mon gars. Y a pas le temps y a pas le temps pas le temps de prendre son temps en fait, quoi. Il faut être oui, c'est performant, ça, sinon, clairement. sinon ça bouge. Les Warriors, c'est clairement un signe envers Stephen Curry et Draymond Green pour dire voilà, Bien sûr, on veut gagner maintenant. Et le but aujourd'hui, c'est notamment d'arrêter de souffrir sur les minutes où Stephen Curry est sur le banc. Parce que cette saison, voilà, ils perdent toutes les minutes où Steph Curry souffle et c'est pas possible tout à de fait. continuer comme ça. C'était pas le cas l'an dernier quand il y avait Chris Paul. Du moins, ils arrivaient beaucoup mieux à compenser la saison passée. Et donc là, c'est une tentative de combler ce manque-là. Ils ont perdu ils ont perdu un arrière très défensif avec D'Anthony Melton qui, toi, tu sais très bien, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois. Déjà, quand il était à Memphis, c'est un joueur que j'ai toujours adoré, Melton. Ouais, Toutes les statistiques avancées montrent que ce gars-là, dès qu'il est sur un terrain, il impacte positivement le jeu. Et c'était ça fait partie de ces joueurs très secondaires dont on parle peu, qui sautent pas aux yeux des fans forcément, mais quand tu plonges un petit peu dans les stats, et ben tu te rends compte que c'est des joueurs excessivement importants dans les résultats des équipes, quoi. tout C'est à des fait. joueurs comme ça qui font la différence. Tout à fait. Maintenant, voilà, bon bah, il fallait réagir pour compenser cette blessure et ça a été bien fait, moi je trouve. Voilà, surtout vu le prix, franchement, ils l'ont eu pour quasiment rien là, les Warriors, hein, le Schroeder. Donc Ah ouais, hein, c'était quoi? C'est deux secondes tours, non, 3 seconds tours, trois secondes tours. 2026-2028, celui d'Atlanta, et 2029, et D'Anthony Melton et Rhys Bigman. Et les Nets, eux, Phil Schroeder et le second pick de 2025 qui appartient au Heat.
c'est quand même, c'est pas Ah cher bah payé pour un c'est pas très bon cher joueur, payé du quoi. tout, ouais. C'est pas cher payé pour un très bon joueur, et c'est l'occasion de rappeler que moi j'en voulais aux Lakers, hein. Donc, bon. Alors, justement, parlons des Nets, parce que les Nets, c'est un des plus gros vendeurs de joueurs sur ce marché des transferts qui est en train de se profiler à l'horizon. Je rappelle que depuis le 15 décembre, il y a toute une flopée de joueurs qui ont signé des contrats cet été peuvent être transférés désormais. Et il y a déjà pas mal de rumeurs aujourd'hui qui commencent à planer. Et on sait que bah, tu as des équipes comme bah, les Nets avec Cam Thomas. Il y a Cameron Johnson aussi qui est pas mal dans les conversations de transfert. Il y a Dorian Finney-Smith Euh, aussi. Darian Finney-Smith qui est dans les conversations de transfert. On sait que les Pelicans vont également avoir un rôle à jouer. Ingram, bien évidemment, on sait qu'il est sur le départ, mais au bout d'un moment, t'es les Pelicans, il y a bien un moment, on va peut-être falloir penser à bouger des mecs comme potentiellement Herb Jones, Trey Murphy, peut-être, enfin je sais pas, il y a des joueurs comme ça pour récupérer des pics de draft. Euh, T'as les Bulls aussi, là on entend de plus en plus Vucevic, Zach LaVine, dont les noms reviennent. Ah, c'était déjà le cas la saison passée. Il y a le cas de Jimmy Butler aussi. Il y a le cas de Jimmy Butler aussi. Moi, j'ai retenu un truc qui m'a plu. Allez, C'est les Nuggets qui potentiellement chercheraient à faire venir Cameron Johnson en échange de Michael Porter Jr. Alors, il y aura d'autres éléments qui bougeront dans l'histoire. Et j'ai vu qu'ils étaient également potentiellement sur DeAndre Hunter et sur Zach LaVine. et sur Zaglar. J'espère pas. C'est ça. J'espère pas. J'ai mentionné son nom à dessein, je te l'avoue. Ah, s'ils font ça, je désespère encore plus. Mais bref, à voir ce que ça peut donner. Mais il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des transferts comme ça qui te plairaient plus que d'autres, des joueurs que t'aimerais vraiment voir bouger ou pas? Ou- Écoute, ouais, ouais, j'aimerais bien voir Brandon Ingram ailleurs. Pour être franc, Ouais, parce que moi, ouais. Ingram, c'est un joueur que Tu l'aimes j'aime bien bien. Ingram, toi. Ouais, et puis je pense que ça peut être un bon lieutenant dans une équipe ambitieuse. J'ai envie de voir les Nuggets bouger, hein, absolument, hein. Moi, je suis désolé, mais là, c'est pas possible de gâcher le prime de Jokic comme c'est en train d'être fait. Moi, je serais pas aussi critique que toi s'ils prennent la Vine. Je me demanderais comment ça va se passer, tu vois. J'aurais hâte de voir. Il se pète tout le temps, Oui, Charlie. je sais bien, d'accord, mais Il se pète tout offensivement, le temps, ça arrive. c'est quand même une Oui, machine, mais j'en ai rien. ce mec-là, Il hein. se pète tout le temps, ce joueur. Tout le Ouais, temps, tout le c'est temps, vrai. tout le temps, Mais tout le est-ce temps. que ce serait pas le mec le plus fort offensivement que Jokic ait jamais eu à ses côtés? Et je veux pas le savoir. Oui, mais Parce que tu réponds pas à ma question du coup. bah, je sais pas. Je sais pas. Bah Pas sûr. attends, Mais je sais pas. qui est plus fort offensivement parmi les coéquipiers qu'a eu Jokic dans sa carrière que Zach LaVine? Bah, je te dirais, est-ce que Zach LaVine est capable de faire une campagne de playoff comme Jamal Murray a fait en 2023? J'en suis pas certain. Est-ce que Jamal Murray est capable de Et c'est ça qui refaire une m'importe. campagne de playoff comme il l'a fait en 2023? Alors peut-être pas, mais il a été capable de le faire et ils ont gagné le titre en conséquence. Est-ce Certes, que Zach LaVine, une seule fois dans sa carrière, sera capable d'avoir un rôle majeur dans une équipe qui gagne le titre? ça je sais pas. Permets-moi d'en douter. Et je sais pas moi, je sais pas. Il C'est faudrait pas. déjà qu'il ait des genoux qui fonctionnent, Oui, ça c'est vrai, ça qu'il ait c'est des vrai. jambes qui marchent. Voilà. Non, mais ouais, non, écoute, sinon, bah, je sais pas, peut-être Indiana, j'aimerais bien voir Indiana bouger plutôt que de les voir dans cette espèce de Ouais, il y a semi-régime. Siakam qui flotte un peu dans les rumeurs, hein. Ouais, ouais. Il y a Et puis, bah, Siakam écoute, qui flotte dans les rumeurs beaucoup. Ils ont récupéré Thomas Bryant, les Pacers aussi, tout à fait. Oui, mais récemment. c'est pas suffisant pour changer la Ah destinée non, de l'équipe, tu vois. bien sûr que non. Ouais. Voilà, écoute, sinon, pour revenir à Brooklyn, bah, Brooklyn, oui, ils ont effectivement plein de pièces intéressantes. Ils sont très clairement dans une démarche de tanking, ce qui, moi, me fait un peu mal au cœur parce que mais même le transfert de Schroeder, hein, moi, il m'a fait un peu mal au cœur parce que bah, déjà Schroeder avait envie de rester. Bon, alors certes, ça c'est un élément qui ne joue pas, mais cette équipe, je trouve qu'elle se bat. Je trouve que les mecs, quand ils gagnent des matchs, on sent qu'ils sont heureux de les gagner. Et je trouve que le message envoyé au reste de l'effectif et aux jeunes joueurs de Brooklyn, il est pas terrible parce que, enfin vraiment, là, le problème de Schroeder, c'est qu'il était trop efficace en fait, quoi.
Et c'est Ouais. dommage parce que voilà, ces victoires qui rendent les joueurs aussi heureux, bah, elles sont indésirables aux yeux du front office et voilà, c'est pas la première fois hein, que moi j'ai un peu ces états d'âme là sur les équipes qui tankent. Je trouve que c'est pas, enfin, voilà, c'est quelque chose qui me déplaît et vraiment je trouve que le message envoyé il est pas terrible et moi si j'étais un jeune joueur de Brooklyn et que la franchise me disait on va se débarrasser de certains mecs, mais t'inquiète, on compte sur toi pour l'avenir. Bah moi je me dirais un peu ouais, vous comptez sur moi, mais jusqu'à quand en fait quoi Jusqu'à ce qu'une nouvelle saison se passe mal et qu'à nouveau il faille tanker et que je sois trop bon pour le niveau moyen. Bon bah bof, voilà, ça me C'est un cas d'école intéressant, les Nets, parce que ça me c'est déplaît. typiquement le genre d'équipe qui a gavé de joueurs de talent, mais ce sont des talents de seconde zone. Et je cherche pas à être désagréable vis-à-vis des joueurs de cette équipe, mais il n'y a pas de superstar, il y a pas de, c'est pas une équipe qui est en train de jouer le titre. C'est une équipe qui peut s'accrocher. C'est ce qui se prouve depuis le début de la saison. Ils ont un tableau de chasse énorme, les Nets, depuis le début de la saison. Et ils gagnaient trop de matchs, quelque part. Parce que je pense que le front office, c'était pas ça qu'ils imaginaient. Et eux, ils auraient aimé. Là, je pense que leur logique au front office, c'est d'essayer de récupérer des assets, des pics de draft, de continuer comment dire, à modeler cette équipe de façon à construire l'avenir. Et voilà, Schroeder, tout ça, Dorian Finney-Smith, ce sont des joueurs de talent, Cameron Johnson aussi. Ce sont des joueurs de talent, mais ce ne sont pas des joueurs qui aujourd'hui, ils ont plus de valeur dans le sens où ils vont te rapporter des pics de draft ou des jeunes talents potentiels que c'est là leur valeur plus que dans les victoires qu'ils t'apportent, quoi. Bah ouais, mais ouais, je sais pas. Moi, je me rappelle des Nets ou Atkinson, tu vois, où justement ils ont réussi à faire en se battant avec des groupes sans superstars, mais avec des équipes bien équilibrées. Ils ont réussi à faire des saisons plutôt sympas, plutôt cool, qui leur ont aussi permis de récupérer des assets intéressants en tradant des joueurs qui avaient pris de la valeur grâce à ça. Enfin, bon, voilà, je vais pas en faire un drame, hein, mais c'est vrai que ouais, je suis un peu, voilà, j'aurais préféré les voir se battre et quitte à trader leurs joueurs en cours de saison, ça me pose pas de problème, mais pas pour une bouchée de pain comme ça. Enfin, tu vois, vraiment là, Ouais. Dennis Schroeder, c'est limite. C'est limite si on pas mis un coup de pied, tu vois, en lui disant allez hop, va là-bas, toi. Bon, c'est pas terrible, voilà. Je trouve que c'est pas terrible et Tu nous vraiment je, permets de gagner, vas-y, tu ouais, dégages. voilà, et je maintiens que sous Kenny Atkinson, avec une équipe pas plus talentueuse que celle qu'ils ont aujourd'hui, bah ils ont été en mesure d'aller en play-off. Ils se sont bien battus même au premier tour en remportant un match. Je crois que c'était face à Philly. Bon, voilà, tu vois, tu peux avoir un bilan à l'équilibre sans superstar, juste avec un jeu cohérent et un groupe qui se bat. Et ce groupe se battait et le jeu était plutôt cohérent, donc je trouve ça dommage. Ouais, c'est la dure réalité du basket NBA. Bah ouais. Et c'est comme ça que ça se passe. On va terminer le podcast, Charlie, assez rapidement, en évoquant un petit peu les moments marquants. Je t'ai demandé, parce que comme c'était la fin de l'année, le dernier podcast de 2024, je t'ai demandé de retenir le moment marquant, selon toi, de l'année 2024. Je vais commencer moi parce que c'est assez court au final et j'en ai déjà parlé la semaine dernière et les auditeurs sans doute, mais c'est personnellement j'ai choisi Jokic. Pourquoi Jokic? Parce que très sincèrement en 2024, alors Dieu sait que j'ai été déçu par les playoffs 2024 de Denver parce que je me suis dit bah tiens il termine la saison MVP et l'équipe bah, est arrivée épuisée, incapable de vaincre face aux Timberwolves qui étaient construits idéalement pour les battre. Et j'étais extrêmement déçu de voir cette équipe de Denver, en plus qui a mené dans ce 7e match pour finalement s'écraser totalement à domicile, ce qui est fait rarissime parce que les Nuggets c'était imprenable à la maison. Et je pensais pas voir Jokic être capable d'élever encore et toujours son niveau de jeu. Et le fait que ce gars-là, depuis 5 ans aujourd'hui, est sur un prime absolument mais effarant, hallucinant, c'est irréel en fait pour moi. C'est impossible de Je, trouver des je suis superlatifs. fan de Jokic et je suis presque gêné de voir à quel point il est fort encore aujourd'hui. Et à chaque fois où je pense qu'on a vu le sommet, tu sais, tu te dis mais c'est impossible qu'il soit plus fort que ce qu'il a été.
Là, on a vu le meilleur. Là, ça ne peut que aller en redescendant. Parce que j'ai rarement vu des joueurs se maintenir à un niveau comme ça plus de 3 années, plus de 3 saisons consécutives. Ouais. Et là, on est sur une 5e année où il est en train d'écraser tout le monde individuellement. Alors, Dieu sait que j'aime pas les considérations individuelles, mais ça m'impressionne énormément. Je t'avouerai que je suis pas blasé, mais j'en ai vu d'autres en NBA. Et là, on est sur un truc qui, je pense, pour les gens qui n'arrivent pas peut-être à apprécier le truc tout de suite maintenant, quand on rediscutera de ça dans 5, 10 ans, on pourra dire, dis donc, waouh, quand Ouais. même, c'était complètement fou ce dont on a été témoin, quoi. Dans Voilà. l'anonymat quasiment le plus total, hein, parce que on ne parle pas du tout Ouais. assez de ce qui se passe, vraiment. Ouais, c'est fou, ouais. Il est en train de C'est réaliser fou. une saison qui est insensée. Il faut en être conscient. Le net rating de son équipe quand il est sur le parquet et quand il est sur le banc, c'est peut-être le truc le plus marquant pour moi. Encore que ses chiffres personnels sont déjà complètement hallucinants, mais en plus il se comporte comme un leader sur le parquet, en dehors, dans les vestiaires, il donne de la voix, il rameute les troupes. Enfin, ouais, il est phénoménal, hein, et il réalise sa meilleure saison au scoring, à la passe, au rebond, sur les pourcentages à 3 points. Enfin, le mec est un big qui tourne à 49% à 3 points. Enfin, Et il a presque réussi à relancer la carrière de Russell Westbrook, qui fait une saison qui est loin d'être mais dégueulasse. oui. Alors, son plus-minus est pas bon, hein, Russell Westbrook, pour le coup. Et c'est toujours un minus quand... Son on and off, il est pas bon. Mais, euh, mais son association avec Jokic, je comprends pourquoi Jokic a insisté pour le faire venir, parce que Westbrook sait lui donner le ballon, sait jouer avec lui. Et rien que ça, enfin, ça aussi, je trouve ça fou qu'il ait Ouais, réussi à relancer ce joueur que tout le monde pensait littéralement perdu, quoi. non, et puis l'impression visuelle est hallucinante, hein. Enfin, moi j'ai rarement eu autant, ça fait quand même, ça fait 20 ans que je suis la NBA, et voir à ce point un mec où à chaque fois que je le vois jouer, je me dis mais en fait ce mec-là a un coup d'avance sur tout le monde. C'est de Ouais. la folie à quel point il sait exactement ce qui va se passer sur le parquet, il sait ce que ses adversaires vont faire, il sait ce que ses coéquipiers vont faire. Il a un coup d'avance sur tout le monde. C'est délirant. Tout le monde est en train de jouer au basket, ce mec-là il est en train de jouer aux échecs, et il le fait parfaitement bien, et c'est incroyable, vraiment. Et Nicolas par, Jokic. ouais, et si je peux rejoindre vite fait par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la NBA, le fait d'apprécier ou pas les tirs à 3 points, nanana, enfin tout ce discours là sur est-ce que la NBA ça vaut le coup ou pas. Toi, Jokic, c'est justement une des raisons pour laquelle j'aime ce joueur, c'est la variété dans son jeu. Ouais, Il sait tout faire, il sait jouer dos au panier, et moi qui ai été biberonné au jeu des années 90, je retrouve le côté un peu old school dans son jeu. C'est-à-dire que c'est un joueur il sait jouer au poste, il sait jouer partout, il sait tout faire, Jokic. Il sait absolument tout faire. Tu retrouves un petit peu des éclats de génie de Magic Johnson. Tu retrouves un peu des fondamentaux en termes de jeu de jambes de Olajuwon, de Duncan. Alors, dans un style très différent, je suis pas en train de comparer littéralement ces joueurs-là. Mais il y a un côté vraiment talent hors du commun que tu retrouves chez lui et que tu retrouvais dans les superstars, dans les légendes absolues de la ligue. Et voilà, je l'aime profondément ce joueur. et ben moi aussi. Et Voilà. vraiment, quel bonheur de le voir jouer. Et voilà, et grâce à lui, j'ai vécu une année 2024 encore une fois magnifique et j'espère que ça va durer encore longtemps. Voilà. Ton moment marquant à toi. Ouais, c'est pas vraiment un moment ni un événement, mais c'est une tendance qui, à mon sens, est vraiment inquiétante et qu'on a déjà mentionné, dont on a pas déjà parlé longuement il y a quelques semaines et qu'on a mentionné plus tôt dans le podcast, c'est le nombre de blessés qu'on a eu ces derniers mois. Déjà la saison Mmh. dernière, c'était quelque chose, hein. Je vais pas faire toute la liste des équipes qui ont eu des blessés importants sur les playoffs de l'été dernier parce que, en fait, il faudrait quasiment toutes les citer. Mais voilà, sur cette première partie de saison, on est dans la lignée de ce triste bilan. Donc, début novembre, on l'avait évoqué via un papier de Yahoo Sport qui expliquait qu'après 3 semaines de saison régulière, les stars de la ligue, je crois on était à quelque chose comme 24% de matchs ratés en plus par rapport à la saison précédente au même moment. Tout joueur confondu, on est sur une augmentation de 35% des matchs ratés. C'est colossal et c'est hyper inquiétant. Alors,
D'autant plus qu'il y a des blessés chroniques, évidemment, comme Kawhi, Embiid, Zion ou Porzingis, mais il y a aussi des joueurs comme Tyrese Maxey, Scottie Barnes, Banchero, Wagner, qui sont quand même pas réputés pour leur fragilité. Donc voilà, moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est une tendance lourde et Ouais. je suis inquiet parce que bah, pour toutes les raisons qu'on a mentionnées en début d'émission, enfin en début de podcast, je pense que la NBA ne prend pas la mesure du problème. Certaines personnes, certaines voix commencent à réclamer une saison plus courte. J'ai cité déjà Nick Nurse et Draymond Green. Mais quand tu vois la réponse de la NBA sur ces questions-là, parce que je suis retombé là sur les déclarations de Joe Dumars, le chef des opérations basket de la NBA, qui expliquait il y a quelques semaines à peine que c'était un problème de mentalité et qu'il fallait que tous les joueurs veuillent jouer les 82 matchs. C'est d'une bêtise de penser ça. Le nombre de blessés prouve bien que le problème n'est pas celui de la volonté des joueurs de jouer, mais de leur capacité à le faire. Mais c'est Euh, complètement ça, tu as tout à fait raison. En fait, c'est dingue qu'on soit encore rendu à ce niveau de débat mais oui, où il a été prouvé par A plus B, par des gens compétents pour le coup, des gens du corps médical, des entraîneurs, comment dire, tous les experts en physiologie, en santé du sport et ainsi de suite, ont tous expliqué l'importance comment dire, de considérer le fait de baisser le nombre de matchs. mais évidemment. Et la Et puis c'est réponse, un débat qu'on a depuis longtemps maintenant, enfin, absolument. qui a été documenté. Ça fait 10 ans au moins qu'il y a des articles qui sortent là-dessus, un peu tous les ans, de façon plus ou moins anonyme. Il y a des articles dont au début ça faisait beaucoup parler, aujourd'hui malheureusement beaucoup moins. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup moins mis en avant dans le débat, mais et on n'en parle que pour sortir des trucs caricaturaux comme ce que tu viens de dire, quoi. Et ouais, et enfin, franchement, c'est pas à la hauteur du tout. Enfin, c'est Non, tout à hallucinant, fait. en fait. C'est hallucinant quand on dit à la Ligue, voilà le nombre de blessés depuis le début de la saison, et que la Ligue répond tranquillement, bah ouais, faut limiter le load management. C'est aberrant. Je trouve vraiment ça aberrant. J'ai pas d'autres mots. Et pour moi, c'est impossible de décorréler ce phénomène de la chute des audiences télé, parce que enfin, c'est tellement, en fait, même le dire, ça me fait mal, tellement je trouve ça basique. Mais oui, je vous l'annonce. Prenons le cas des Sixers par exemple, une équipe de Philadelphie sans Embiid, sans Maxey et sans Paul George, ça attire moins qu'une équipe au complet, c'est une évidence. Et donc je comprends Ouais. même pas comment on peut ne pas prendre ce facteur en compte. Voilà, je sais que le nerf de la guerre, il est financier, parce qu'évidemment, la NBA ne veut pas diminuer le nombre de matchs par peur de négocier des contrats avec les diffuseurs plus faibles. Mais à un moment, il faudra quand même s'asseoir à la table des négociations en prenant en compte le fait qu'une NBA dont la moitié des stars est blessée attire C'est ça, moins ouais. de spectateurs qu'une NBA au complet. Et c'est vraiment un problème qui, pour moi, est une tendance lourde et qui va devoir, enfin, la NBA va devoir réagir absolument, si c'est pas possible autrement. Absolument d'accord avec tout ce que tu viens de dire. On verra. Ce débat a l'air très, très mal engagé, malheureusement. Ouais, c'est très compliqué, hein, J'ai c'est très compliqué. quand même l'impression qu'on est loin d'une résolution, on est loin d'un truc, enfin, d'une prise de conscience Bah, pour qui moi, mène à une, enfin, il y a une prise de conscience. Je peux pas dire qu'il n'y a pas de prise de conscience. Ça fait part. On voit qu'il y a des discussions qui ont lieu. Ça a été imaginé. Mais on est loin du fait que ça soit considéré comme valide, quoi. pour Et moi, je un des pense, éléments, encore une fois, que l'aspect historique, record, machin, tout ça, oui, comparer les saisons, comparer les machins, que c'est un frein absolu à tout ça. moi, je pense Et qu'un c'est des dommage. éléments qui pourrait faire un tout petit peu évoluer ça, mais ça va pas arriver avant des années, c'est le fait que des joueurs de cette génération actuelle, là, qui vit la ligue telle qu'elle se joue aujourd'hui, intègrent les instances dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, et peut-être qu'à ce moment-là, ces joueurs-là, enfin, ces anciens joueurs-là, avec leur recul, avec leur compréhension du rythme NBA, avec aussi le fait que eux, ils aient expérimenté cette ligue qui est certes moins physique, mais beaucoup plus athlétique, et donc potentiellement beaucoup plus compliquée sur un plan physique pour certains joueurs fragiles, prendront ces problèmes-là en compte. Pour moi, tant que les joueurs de cette génération-là ne seront pas passés dans les instances, ça va être ingérable. Ouais. On va devoir se cogner les débats éternels sur ah, nous, à notre époque, Ah, nous, à notre époque, on pouvait mettre des coups de coude. Oui, mais c'est bien, hein, quoi. on voyageait dans des avions de ligne et puis on se plaignait pas. Ouais. Hein.
Oui, mais c'est bien, Les toi, jeunes aujourd'hui, dis donc. 30% de masse graisseuse en trop sur la J'en moitié des intérieurs de la ligue. j'en peux plus, j'en peux plus de ces débats. C'est tellement fatigant. Tout à fait. Merci, Charlie. Eh bien, écoute, merci à toi. C'était un plaisir, comme toujours. Je te souhaite de passer des bonnes fêtes de Noël. Eh bien, écoute, à toi aussi. Très bonne fête et une bonne fin d'année. Ouais, et on se retrouve en janvier, enfin début janvier, toi et moi. Ouais. 2025. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Donc, je le répète, pause pendant une semaine. Enfin, il n'y aura pas de numéro la semaine prochaine. Il y en aura un la semaine suivante. Voilà, merci de nous écouter. Merci d'être avec nous. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un très bon week-end, de très bonnes vacances, joyeux Noël. Et on se retrouve le 3 janvier. Merci beaucoup. À très bientôt. À ciao. Bye bye.